Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, psychédélique quand ça se passe mal, épisode 2. Ahmed et Quentin se réveillent un matin en grande difficulté. Le trip de la veille s'est mal passé et ils ne se reconnaissent plus. Le monde extérieur n'a pas changé, mais leur façon de le percevoir, si. La prise de LSD, accompagnée de MDMA pour Ahmed et d'alcool et de cannabis pour Quentin, a provoqué une profonde rupture dans leur état de conscience. Et c'est ce qu'ils vont nous expliquer plus en détail dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Alors ce matin-là, je me réveille. Je constate quelque chose de différent dans la manière dont je me sens, dans la manière dont je me perçois, dans la manière dont je perçois ce qu'il y a autour de moi. C'est un peu comme si je m'étais réveillé dans un endroit qui était la copie parfaite de là où je m'étais endormi, mais qui n'était pas cet endroit-là. Ultérieurement, j'ai appris qu'on appelait ça de la dépersonnalisation et de la déréalisation. La dépersonnalisation, ça va être un détachement de soi-même. On se dissocie en fait et on ne se reconnaît pas soi-même. On a l'impression de n'être qu'une masse de pensées et de perceptions, sans vraiment avoir de sentiment de soi. Il y a la déréalisation, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est qu'on est complètement détaché de son environnement et on le reconnaît intellectuellement, mais pas dans... Moi, ce que je disais à mes amis, je ne le reconnais pas dans l'âme. Et c'est ce qui m'est arrivé ce matin-là. Et c'est un sentiment qui s'est prolongé, qui a jamais cessé, et c'était vraiment très étrange au point où mon entourage constatait que j'étais dans une espèce de bulle en fait, que j'essayais de reconnaître constamment les endroits où j'étais, et ce qui n'était pas le cas, et en fait ça m'amenait à penser différemment, et ça a créé une anxiété, une angoisse qui n'a fait que grandir. Donc au début, dans l'incompréhension totale de ce qui se passait, je croyais être resté perché. Tu sais, c'est une légende urbaine aussi, qu'on a depuis toujours. Je croyais être resté perché. Sauf que non, en réalité, il s'agissait de ce qu'on appelle la dépersonnalisation et ou déréalisation. Lors d'un événement traumatique, le cerveau, des fois, n'est pas en capacité d'encaisser ce qui est en train de se passer. Donc il se dissocie de lui-même pour pouvoir vivre, en fait. Voilà, pour pouvoir fonctionner. Donc c'est à la base un mécanisme de défense, mais qui engendre un sentiment d'irréalité et d'étrangeté, autant vis-à-vis de toi-même que vis-à-vis de tout ce qui t'entoure. Alors déjà, il y a un effet... enfin un effet, moi je dis un effet, mais il y a un symptôme qui est... c'est le fait de se sentir là et pas là à la fois. Un peu à la manière d'un rêve. Quand tu te remémores un rêve, t'as ce sentiment de présence, mais à la fois de non-présence, quoi. Bon, il se trouve que la dépersonnalisation, ça peut être quelque chose d'éphémère. Tu sais, t'as des intensités dans ce trouble. Et moi, je l'ai eu à un degré high level, quoi. 24 heures sur 24. En fait, t'as l'impression d'être coupé de tes propres émotions, mais également spectateur de tout ça. C'est comme vivre un doute métaphysique, tu vois, ça te met dans une position où t'es en constante analyse, du coup, parce que tu ne te comprends plus. C'est-à-dire que tous tes schémas de pensée, tout ce qui fait que tu es toi, à l'heure d'aujourd'hui, et ce qui fait que quand tu penses à quelque chose, t'es pas perdu, c'est des choses que sans t'en rendre compte, en fait, parce que c'est le fonctionnement humain, tu te construis depuis tout petit, en fait. On est dans une construction de l'ego pour ne pas être perdu. Là, c'est comme si tout ça
fallait l'imaginer comme un espèce de château de cartes. Toutes tes croyances, tous tes schémas de pensée, tous tes mécanismes de pensée, tes habitudes cognitives, tout ça, c'est un château de cartes qui a été cassé, qui a été balayé. Déjà, t'es dans l'incapacité de le reconnaître, mais là où c'est fourbe, c'est que tu fonctionnes normalement. Mais t'arrives pas à comprendre ton fonctionnement. Donc tu cherches tout le temps. Et ça te mène, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est de l'angoisse. Et du coup, c'est croissant. En fait, c'est croissant. Parce que plus tu comprends pas, plus tu cherches à comprendre. Mais plus tu cherches à comprendre, plus t'es dans l'anxiété. Parce que tu vois bien que c'est chaud, quoi. En fait, c'est presque un état de moi, je l'ai vécu comme ça, hein. J'ai eu l'impression d'être retourné à un état de nouveau-né, quoi. Tu vois, plus de croyances, plus rien du tout. Mon ego, il m'était inaccessible, en fait, tu vois. Donc ça accompagné. Tout ça, ce que je décris là, c'est aussi forcément du coup accompagné d'un sentiment de vide incroyable. Mais vraiment, hein, tu vois, j'ai vécu des événements traumatiques quand même. J'ai perdu mon père à 9 ans, j'ai perdu mon meilleur ami à 16 ans. Mais en termes de douleur et de perdition, la dépersonnalisation, c'est un cran, c'est un level. C'est même pas sur le même plan pour moi, tu vois. T'es dans une perdition totale. Voilà, t'es dans une perdition totale et t'es dans la recherche de la compréhension de tout ça. Une fois que t'en es là, qu'est-ce que tu fais? Alors moi donc j'avais 20 ans, ça fait 12 ans. À l'époque c'était très peu connu, donc j'ai fait la grosse erreur d'aller voir sur internet s'il y avait des gens qui avaient des symptômes comparables et comment ils s'y étaient pris pour en sortir. Et là je suis tombé sur une flopée de témoignages de gens qui étaient bloqués en fait dans un état similaire au mien depuis 20, 30 ans, 40 ans. Et là j'ai badé, quoi. J'étais en bad, mais là j'ai badé. Et du coup j'ai eu une crise d'angoisse, et cette crise d'angoisse a empiré encore, mais vraiment sévèrement les symptômes, pour arriver à un point, à un degré d'irréalité, où pendant une année entière, ma perception du réel était équivalente, mais réellement, à un rêve. C'est-à-dire que même je ne différenciais plus mes rêves de la réalité. J'arrivais à les différencier par l'intellect, mais par la perception et par l'émotion, je pouvais plus différencier les deux. Tellement les deux m'étaient étrangers. De son côté, Ahmed s'autodiagnostique un syndrome post-hallucinatoire persistant. On parle également de HPPD, c'est le sigle anglophone du syndrome. Le HPPD, c'est un trouble identifié par le corps médical qui se caractérise par la présence continue de perturbations visuelles similaires à celles produites par la consommation de substances hallucinogènes. Et pour que ce soit identifié comme un HPPD, il faut que ces troubles soient consécutifs à la prise d'une drogue. S'ils apparaissent autrement, on ne parle pas de HPPD. J'ai commencé à constater des anomalies visuelles et ce qu'on pourrait clairement qualifier d'hallucination, hein, quand on parle des psychédéliques. C'est arrivé quelque chose comme, je dirais 48 heures après ce fameux réveil-là. J'ai commencé à... Comme je réfléchissais beaucoup à ma situation, que j'essayais de trouver des solutions et que je comprenais pas ce qui m'arrivait, je passais beaucoup de temps du temps dans lequel je m'isolais. Et je passais beaucoup de temps donc à fixer les endroits dans lesquels j'étais pour essayer de trouver des réponses. Et en fait, c'est quand je fixais, par exemple, le mur qu'il y avait en face de moi, que je constatais qu'il y avait des anomalies qui commençaient à se former. Plus je regardais, plus il y avait des déformations au niveau de la couleur, de la profondeur. Il y avait du mouvement alors que le cadre était complètement statique. Et ça générait une anxiété supplémentaire qui, elle-même, intensifier ce phénomène-là. Et en fait, une fois que ça s'installe de cette façon-là, ça nous laisse plus de répit parce que ça devient omniprésent, en fait. Ça prend beaucoup de place dans la tête, on n'arrive pas à penser à autre chose. Au moment du déclenchement du HPPD, j'ai découvert le potentiel anxiogène du cannabis. Là où j'avais vraiment jamais ressenti d'angoisse ou d'anxiété auparavant, c'est des choses que je comprenais pas forcément au final. Il y a eu ce moment-là qui a été un déclencheur
où j'ai fait mon premier, ce qu'on appelle un bad trip, hein, tout simplement. Je continuais de fumer dans l'espoir que ça m'apaise, parce que mes amis autour de moi fumaient, rigolaient tous ensemble, et moi, en fait, j'essayais de trouver cet apaisement-là. Et je me souviens d'un jour, dans la voiture d'une amie, on avait décidé de fumer, et un ami avait un bang, hein, donc une grande pipe à eau en plastique acrylique, ce qui rend quand même l'expérience beaucoup plus intense, bien que plus courte. Et je me souviens que ce jour-là, c'était un jour où j'étais quand même particulièrement angoissé et que je me suis dit que voir du monde, ça me ferait du bien. Donc j'ai décidé d'y aller. On s'est retrouvé dans cette fameuse voiture et vient mon tour de tirer sur le bang. Donc j'y vais franchement avec beaucoup de confiance, sans trop de stress, parce que c'est toujours quelque chose de déterminant, hein, l'état dans lequel on est juste avant. Et donc, au moment de la bouffée, j'ai été particulièrement surpris par ce qui s'est passé dans ma tête en quelques secondes. Et c'est là où ça a vraiment déclenché toute la palette d'effets de symptômes du HPPD. Donc j'ai commencé à ressentir une énorme paranoïa et j'ai vu par exemple l'habitacle de la voiture se refermer sur moi avec des formes géométriques et des kaléidoscopes de partout. Et quand mes amis me demandaient ce qui allait pas, leur voix était complètement pitchée, donc je pensais à ce moment-là que c'était terminé, que j'avais par exemple déclenché une schizophrénie ou une autre psychose sous-jacente en fait, parce que il y a eu dans ma famille, ça arrivait, et je sais que on est plus sujet à ce genre de pathologie quand il y a des cas dans la famille proche. Donc à ce moment-là, je me suis dit que c'était terminé, que j'avais fait la bêtise de trop. Et donc, mes amis ont directement géré la chose, hein. Ma pote a décidé de me ramener directement chez moi. J'habitais à une vingtaine de kilomètres et sur la route, elle m'avait mis de la musique pour m'apaiser. Et je me suis bien rendu compte que même si ça allait mieux à ce moment-là, c'est un mal-être qui allait durer un certain temps. Et il m'a quand même fallu, je dirais, 4 ou 5 jours pour me remettre de cette expérience-là. Ça faisait peut-être un mois et demi. Mon état mental et psychique n'évoluait pas, ni dans un sens ni dans l'autre. En fait, ce qui caractérise le HPPD, souvent, c'est une certaine stagnation. Et, euh, et c'est ce qui est aussi en fait angoissant, hein. Et du coup, quelque chose comme 6 semaines plus tard, je me sentais à peu près comme au premier jour, avec des pics quand je fais la fête, quand je ne dors pas assez ou que je décide de fumer. Et après cet événement-là, d'ailleurs, j'avais commencé à me rendre compte que c'était pas du tout la solution. Et le souci, c'est que non seulement je devais faire face à ça en tant qu'addiction, mais aussi en tant que problème supplémentaire du point de vue du HPPD, quoi. Tu sais, c'est un peu comme quand tu te retrouves à 42 fièvre et tu te rends compte à quel point t'es bien quand t'es pas malade. Tu sais, quand tu vis tous les jours, tu te rends pas compte de tout ce que t'as, comment ça marche bien. C'est que quand t'es malade que tu te rends compte de tout ce qui marche et ce qui marche pas. Pour te donner un exemple, je me suis rendu compte, parce que tu vois, ce sentiment d'étrangeté par rapport à mes mécanismes internes, les schémas, etc., ça s'applique aussi à l'environnement, hein, clairement. C'est-à-dire à la route, à la nature, etc. Et je me suis rendu compte un jour, en marchant, je marchais dans la rue, tu vois, et il venait de pleuvoir. Et tu sais, la pluie, quand ça tombe sur le bitume, ça a une odeur particulière. Et je me suis rendu compte, en sentant cette odeur-là, que dans mes années passées, avant, cette odeur-là me ramenait à des souvenirs de mélancolie. Mais ça, c'est quelque chose, typiquement, que habituellement, on n'en prend pas conscience, je veux dire. Tu vois, c'est tellement intrinsèque à notre fonctionnement qu'on n'en prend pas conscience. En fait, c'est naturel, tout est naturel. Mais moi, vu que j'avais plus accès à tout ça, j'ai pu voir tous les fonctionnements. C'est comme un autre exemple. Tu vois, le fait de se remémorer quelque chose. Il se passe quelque chose
Quand tu décides d'aller chercher dans ta psyché, dans tes souvenirs, dans ta mémoire, dans ton cerveau, il se passe quelque chose. Mais tu t'en rends pas compte quand tu le fais. Quand tu vas chercher quelque chose, tu t'en rends pas compte. Moi, dans cet état-là, je me rendais compte, puisque je me rendais compte que je ne sentais plus rien. Je sais, c'est bizarre à expliquer, mais... Moi, si tu veux, il y avait une part de moi qui fonctionnait en pilote automatique, on peut dire ça comme ça, et une part de moi au-dessus qui était constamment en train d'analyser ce fonctionnement incompréhensible. Et c'est là où le bas blesse, c'est que tu comprends que t'es défaillant, tu vois. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu as totalement conscience que tu te vois faire, tu te vois fonctionner, mais tu ne te comprends pas. Mais tu sais aussi que tu ne te comprends pas. C'est pas comme un psychotique qui va avoir des actions dont il ne va pas prendre la mesure, ni avoir vraiment conscience de ce qu'il est en train de faire. Quand tu as atteint de dépersonnalisation et des réalisations, tu as complètement conscience de ce qui se passe. C'est là où c'est une torture, pour le coup. Là c'est... Parce que, tu restes toi, quoi. Toujours, tu restes toi. C'est un peu comme si tu vivais et tu percevais à travers un aquarium, tu vois. Il y avait tout le temps un filtre entre toi et toi et le reste des choses. Tu le vois, mais tu peux pas le toucher, tu peux pas le prendre. Tu vois, les émotions, c'est pareil. Enfin, je me voyais pouvoir ressentir la tristesse. Mais je pouvais pas la ressentir. Alors c'était quelque chose qui rapidement est devenu omniprésent au point où je faisais des recherches 24 heures sur 24 sur le sujet. Je me souviens, très souvent j'étais à la fac, j'arrivais même pas à suivre les cours, donc sur mon ordinateur je faisais des recherches sur le sujet. Je me souviens, j'avais des dossiers remplis de bloc-notes, de notes que j'avais prises à droite à gauche. Et au point où j'en venais à demander de l'aide sur les réseaux sociaux, quoi, parce que ça me rassurait aussi beaucoup de savoir qu'il y a des gens qui non seulement traversaient ça, mais qui aussi avaient réussi à passer outre d'une certaine manière, quoi. Et en fait, je voulais tellement arriver au jour où ça cesse que je ne faisais que y penser. C'était un vide intersidéral. Et le plus dur, c'est de l'accepter, quoi. De l'accepter, parce que c'est le seul moyen pour en sortir. Si tu veux en sortir, il faut l'accepter. Il faut te dire, ok. Parce que tu sais, tu rentres en résistance face à un phénomène comme ça. C'est tellement dévastateur que tu rentres en résistance. Mais là, pour en sortir, il faut ne pas rentrer en résistance. Là, la difficulté. Pour te dire, j'étais arrivé à un tel niveau d'analyse et d'incompréhension de moi-même que me dire penser avec des mots, tu vois, le fait de penser avec des mots, je pensais être fou. Pour moi, c'était pas quelque chose de normal pour un être humain. Tellement mes schémas étaient pétés, quoi. Un jour, j'ai posé la question à ma mère, je lui ai dit maman, je suis désolé, hein, je vais sûrement te poser une question bizarre, mais est-ce que c'est normal de penser avec des mots, quoi? Face à ces symptômes qui leur pourrissent la vie, Quentin et Ahmed vont avoir une stratégie un peu similaire. Ils vont tenter par tous les moyens disponibles de retrouver leur état de conscience initial. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir financièrement le podcast si vous le souhaitez via une page Tipeee dont vous trouverez l'adresse en description. On entendra dans le prochain épisode comment Quentin et Ahmed vont tenter de se sortir de l'impasse dans laquelle ils sont tombés. D'ici là, portez-vous bien.